dans notre série Préparer la Géoula. Donc, dans le cours précédent, on a essentiellement parlé du Erev Rav, de ce combat entre le Ham Israël qui désire préparer la Géoula, et une autre partie du Ham Israël qui, elle, s'oppose de toutes ses forces à ce que le Ham Israël, sur sa terre, puisse faire et réussir les actions qui, béhémet, lui permettent d'atteindre la Géoula, c'est-à-dire la venue du Mashiach ben David. On a expliqué aussi dans les précédents cours que parmi toutes les actions que Hachem nous demandait de faire pour préparer cette Géoula, l'une des actions principales était justement la reconstruction d'Eretz Israël. C'est-à-dire reconstruction et conquête dans le sens de permettre à un très grand nombre de Juifs, par l'intermédiaire du Kibbutz Galouyot, du retour des dispersés, de se réinstaller sur leur terre et donc de construire des villes, préparer toutes les structures économiques, sociales, matérielles qui permettent à un peuple de pouvoir vivre normalement sur sa terre. Et il est évident que plus le peuple juif revient sur sa terre et plus la terre d'Israël s'agrandit, plus il y a de terres qui sont conquises, plus il y a de nouvelles villes qui sont construites, plus nous nous préparons réellement, disons, à cette Géoula du Mashiach ben David, puisque, encore une fois, la venue du Mashiach ben David dépend essentiellement, disons, en tout cas sur le plan matériel, puisqu'il y a bien sûr un travail spirituel qui doit être réalisé, mais sur le plan matériel, notre travail matériel consiste justement à repeupler la terre d'Eretz Israël et à faire en sorte que un maximum de terres qui appartiennent réellement à Eretz Israël, au Eretz Israël biblique, puissent revenir donc dans la possession du Ham Israël. En ce sens-là, il devient tout à fait évident que si le Erev Rav va s'opposer à ce projet de Géoula, il va donc s'attaquer, s'acharner principalement, disons, contre les actions qui ont cette ségoula, qui ont cette possibilité, cette force de faire venir la Géoula, de faire venir le Mashiach ben David. Donc, à partir du moment où, comme nous avons vu, le Gaon explique qu'il y aura un dernier grand combat entre le Ham Israël et le Erev Rav, juste avant la venue du Mashiach, et qu'à ce moment-là, le Erev Rav sentant sa fin proche, sentant que la Géoula arrive, le Erev Rav fera, dans un dernier sursaut, tout ce qui est en ses moyens pour empêcher cette Géoula. Il faut donc s'attendre à ce que le Erev Rav va s'attaquer principalement aux actions ou à l'action qui, plus que tout autre, amène la Géoula. Donc, qu'est-ce que le Erev Rav va choisir? Le Erev Rav va choisir justement donc une certaine forme, disons, de combat, dans le but d'empêcher le Ham Israël de continuer à conquérir sa terre, de continuer à s'installer sur des terres qui appartiennent à Eretz Israël. Il va tout faire pour décourager les Juifs de s'installer, disons, dans ces terres, et jusqu'à aller même à les obliger à partir. Et tout ça parce que le Erev Rav sait que tant que le Ham Israël n'aura pas conquis un certain nombre de terres, et que la terre d'Israël n'aura pas été repeuplée, disons, d'une certaine manière qui correspond au projet divin dans la Géoula, alors qu'Aviachol, la Géoula ne peut pas venir. Et consciemment ou non, donc le Erev Rav va tout faire pour précisément, disons, empêcher les Juifs de s'installer ou de rester dans les terres où justement, disons que ces terres ont une importance capitale. On reprend un texte qui a déjà été cité dans le précédent cours. Dans le Kolator, le Gaon dit Be'ikvot Meshicha Shebechazal, donc pendant cette période messianique de préparation de la Géoula, Bezman Ikvot Meshicha ou Be'etzem Ikvot Meshicha, au moment même, en plein milieu de cette période-là, après qu'elle ait déjà commencé et déjà pris une certaine ampleur, Be'etzem Apeilot Shelitralta de Géoula, au moment même où le Ham Israël sera occupé, disons qu'à faire les actions qui permettent la préparation de la Géoula, Shen Kibbutz Galouyot, pendant cette période du retour des dispersés, Binyan Yerushalayim, pendant cette période où Jérusalem aura été reconstruite, Géoulat Haemet ou Kiddush Hashem, cette période où la vérité, la grandeur du Ham Israël et la grandeur d'Hashem commenceront petit à petit à se dévoiler dans le monde. Az Yegaber Asitra Achara le Afriya ou le Arshil Alide Akirat Haemet. Précisément à ce moment-là, le Sitra Achara, donc toutes ces forces du mal, toutes ces forces négatives, disons, dans le Ham Israël, se réveilleront subitement, disons, se renforceront dans le but, disons, de freiner, d'anéantir, d'annuler
toutes les tentatives du Ham Israël pour amener l'avenue du Mashiach. Donc, et le Gaon rapporte un passouk, comme il est dit, le passouk dit, Asher charfu igvot meshichecha, le Erev Rav s'attaquera au pas du Messie. C'est-à-dire lorsque les pas du Messie commenceront à apparaître, c'est-à-dire qu'il deviendra évident que le Ham Israël est proche et très proche de la Géoula, alors le Erev Rav, c'est-à-dire cette partie du Ham Israël qui ne veut pas de la Géoula parce qu'il ne veut pas de la royauté d'Hachem, il ne veut pas se soumettre à la Torah, ce Erev Rav fera tout dans un dernier effort, disons, pour freiner définitivement la Géoula. Et comment la chose se passera? Alors justement, le Gaon, il fait allusion dans la mesure où il dit, c'est justement au moment même où il y aura Kibbutz Goliot, où les Juifs recommenceront à venir en Eretz Israël, et au moment où on recommencera, disons que Jérusalem sera reconstruite, donc on voit qu'il y a ça correspond donc à un moment où Béhémet, le Ham Israël commence à se réinstaller véritablement sur sa terre. C'est à ce moment-là que le Erev Rav interviendra et fera tout pour stopper ce processus de Géoula. Dans la mesure où on a vu déjà plusieurs fois dans les précédents cours, et comme je l'ai répété au début de ce cours, qu'une des actions principales du Ham Israël pour amener la Géoula est justement l'élargissement d'Eretz Israël et son peuplement, et précisément et surtout dans les endroits d'Eretz Israël qui sont plus, on pourrait dire plus kadosh que d'autres, plus saints que d'autres, et c'est justement contre ces actions-là, contre ces actions du Ham Israël que le Erev Rav va se battre. Donc, il va tout faire pour empêcher les Juifs de s'installer dans ces territoires-là et de ramener ceux qui y sont déjà. Alors, le texte continue en disant Uma chazak u koar asitra achara she'ala beyado leastir meine ha'avot hakadoshim et sakanat haklipot. En vérité, le sitra achara, donc ces forces du mal, sont très puissantes, puisqu'on sait que le mal, finalement, le mensonge est arrivé à aveugler même les plus grands parmi le Ham Israël, en la personne même des avot de nos pères, qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et cette clipa, cette impureté, donc, est arrivée, disons, d'une manière tellement subtile, tellement pernicieuse, disons, à s'infiltrer dans le Ham Israël, au point que même nos pères n'ont pas su toujours à temps voir et déceler le mensonge. Comme on le voit, c'est ce qu'il explique. Mais iné Avram Avinu et Klipat Ishmael, comme on voit très bien, tout le monde connaît ces fameux passages qui parlent de Avram et Ishmael, que Avram lui-même a eu beaucoup de mal à comprendre et à admettre que son fils Ishmael tournait mal et qu'il fallait le chasser, au point que la Torah nous dit que c'est Sarah en personne qui a dû intervenir et que Avram ne la croyait pas, jusqu'au point où Hachem, sous le biais d'une prophétie, donc a dit effectivement à Abraham qu'il se trompait, que c'était à Sarah qui avait raison, qu'il fallait chasser Ishmael de sa maison, car il allait pervertir, il allait pourrir de l'intérieur la famille d'Israël naissante, c'est-à-dire à cette époque-là, l'enfant Yitzhak qui était les prémices du Ham Israël. Et on voit que sans Sarah et surtout sans l'intervention d'Hachem, Abraham n'aurait pas vu vraiment le mal qui se dissimulait à travers Ishmaël. De même plus tard, mais aîné Yitzhak Avinu et Klipat Esav, encore une fois, Yitzhak lui-même n'est pas arrivé, disons, à sentir à temps le mal et le mensonge que représentait Esav. Au point que là encore, il a fallu que ça soit une femme, donc Rivka, qui s'en mêle, et surtout qu'elle soit aidée par Hachem pour que le mensonge de Esav soit déjoué, que Yaakov puisse prendre la place qu'il méritait vraiment. Donc c'est une chose absolument incroyable que dès le départ, la Torah nous adresse ce message. Sachez que sans cesse, et depuis la naissance du Ham Israël, à l'époque même des Havot, le mensonge, le mal essaye de se dissimuler, essaye de s'infiltrer à l'intérieur du Ham Israël pour le pervertir, pour le pourrir de l'intérieur. Et dès le départ, ça s'est fait sous la forme d'un Ishmaël, après sous la forme d'un Esav, qui était de père et de mère juives. Et les Havot, c'est-à-dire les Manigéador, les Gdolim de l'époque, les grands de la génération, qui étaient soit Abraham, soit Yitzhak, n'ont pas toujours été capables de voir et de sentir émettre le danger auquel le Ham Israël était confronté. Et si on essaye, disons, comme le fait le Gaon, de comprendre ce texte plus dans les détails, on voit que les Maasé, il est absolument évident que les femmes d'Israël à ce moment-là, Sarah ou Rivka, étaient certainement moins grandes, si on peut dire, en sagesse, en Maasim Tovim. Disons que c'est sûr que ce n'était pas eux qui avaient la Hanaga, qui avaient la direction du Ham Israël. C'est évident, on le sait que en vérité, Hachem s'adressait aux hommes, s'adressait
s'adressait à Abraham, s'adressait à Yitzhak, et les dirigeants, si l'on peut parler de dirigeants, à une époque où la famille d'Israël était encore, bien sûr, 2, 3, 4 personnes, mais c'était au niveau des prémices de cette direction du Ham Israël, les dirigeants qui étaient Abraham, Yitzhak, n'ont pas su voir le danger. Il a fallu que donc finalement la mise à nu du mensonge passe par des personnes qui étaient infiniment moins grands en Torah, en sagesse ou disons dans toutes les actions qui font qu'un homme puisse être un dirigeant du Ham Israël. Donc là aussi c'est peut-être un message, disons, pour notre génération, en ce sens que ce n'est pas nécessairement et toujours de la part, disons, des dirigeants du Ham Israël, que doit venir cette mise en garde et cette mise à nu du mal qui se dissimule à l'intérieur du Ham Israël. Des fois, cette mise à nu, cette dénonciation du mensonge peut venir de personnes, de gens qui sont comme une femme par rapport à l'homme, c'est-à-dire qui ont sur le plan spirituel, ils ont pas sur le plan spirituel, sur le plan de la Hanaga, sur le plan de la direction du Ham Israël, qui ont un rôle moins important que les grands eux-mêmes, mais qui pourtant sont peut-être plus sensibles et plus à même de dénoncer le mensonge et de dénoncer le mal. En tous les cas, en ce qui nous concerne par rapport au texte que le Gaon ramène, c'est que nous devons savoir que ce problème a existé depuis l'origine de notre peuple. Depuis l'origine de notre peuple, le mal, en se dissimulant à travers des individus qui plus ou moins faisaient partie du Ham Israël, a essayé, en s'infiltrant dans le Ham Israël, de les détruire de l'intérieur. Et à chaque fois, notre peuple a frôlé la catastrophe, si ce n'était qu'in extremis, une intervention a permis justement à ce que le Ham Israël soit préservé, qu'il puisse continuer son chemin. Alors si à l'époque de Abraham et de Yitzhak, l'un et l'autre n'ont pas vraiment été capables, disons, de comprendre et de voir et de déceler le mensonge qui se dressait devant eux, à combien plus forte raison, dans toutes les générations, le problème va rester identique et le Ham Israël aura souvent énormément de mal, disons, à mettre le doigt sur le mensonge qui se trouve à l'intérieur de lui-même, et à plus forte raison de le chasser et de se battre contre lui. C'est pour ça que le Gaon dit à ce moment-là, ou beigvot meshicha gover asitra achara beyoter, et pendant cette période de préparation de la Géoula, où là, le Sitra Chara, le Erev Rav, va se battre contre l'Ham Israël d'une manière plus forte qu'il ne l'a jamais fait, car il sent que sa fin est proche, il sent qu'on est vraiment à l'approche de la Géoula, aux portes de la Géoula. Le Sitra Chara va y mettre le paquet, va tout faire pour tromper, pour déjouer tous les projets du Ham Israël et toutes les tentatives d'amener le Ham Israël vers la Géoula, et il va utiliser une telle ruse, une telle magie, si on peut dire, que même les Tofsei Torah, dit le Gaon, même les grands de la Torah, ne vont pas forcément toujours voir et être à la hauteur dans ce combat contre le Erev Rav. Donc il continue le texte et il dit Et kol zot chova alenu leda'at ulehavin merosh ba'avodotenu hakdusha. Donc tout ça, nous devons le savoir au moment où nous aurons commencé donc cette préparation de la Géoula. Leman kibbutz galuyot, et qu'aura commencé le kibbutz galuyot ou binyan Yerushalayim, la reconstruction de Jérusalem. Les da'at mirosh, savoir dès le départ, ki bemida she'avoda kdusha azot tigadel, que justement au moment et pendant cette période où notre travail aura pris une certaine ampleur, à ce moment-là, Yegaver a Sitra Chara le Afriga ou le Archil. Le Sitra Chara, le Erev Rav, se réveillera pour faire trébucher, pour faire échouer ces actions-là. Benishko Aikari, en utilisant son arme principal, son arme préférée, chez Akira Taemet, qui est le mensonge, qui est le déracinement de la vérité. Donc, encore une fois, pour relier tout ce texte aux événements que l'on vit, à partir du moment où on fait une synthèse des différents textes que nous avons lus dans ce Sefer-là, au sujet donc de la pensée du Gaon, puisque l'action principale du traité de Géoula, c'est la conquête d'Eretz Israël et le rétablissement du Ham Israël sur sa terre, justement au moment où cette chose commencera véritablement à réussir,
à ce moment-là, le Sitrara fera tout pour l'empêcher. Et c'est très probablement, disons, ce que nous vivons aujourd'hui, où après que des dizaines de milliers, presque 120 000, 150 000 Juifs se soient installés justement en Judée et Samarie, qui sont précisément des terres, plus que tout autre, des terres véritablement juives, en ce sens qu'elles portent le plus de souvenirs, le plus de symboles de notre présence sur cette terre pendant des siècles. Et c'est effectivement dans ce domaine que l'on voit se réaliser la prophétie du Gaon, comme nous l'avons vu dans le précédent cours, où il disait que le Erev Rav réunirait les deux ennemis d'Israël qui sont Esav et Ishmaël, afin de mieux nous détruire, afin de mieux détruire le peuple juif. Puisque, qu'est-ce que signifie aujourd'hui cette tentative, cette volonté de réunir Esav et Ishmaël afin de détruire le Ham Israël? C'est exactement ce que l'on voit, puisque la gauche, à l'aide de l'Occident d'une part, c'est-à-dire de Esav, et d'Ishmaël d'autre part, essaye de mettre fin à la construction d'Eretz Israël, en faisant tout pour rendre notre terre et y installer des Arabes. Et de cette manière-là, on peut dire que Esav et Ishmaël se retrouvent réunis par une partie du Ham Israël, dans le but de freiner la Géoula, dans le but de déraciner le Ham Israël de ces territoires qui ont pour nous une importance fondamentale. N'oublions pas que dans le territoire de Yehuda, de la Judée, il y a Hebron, où sont enterrés nos Avot, c'est-à-dire les racines de notre peuple, nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et nos mères, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, et Rachel qui est enterrée à Bethléem, qui fait aussi partie du territoire de la Judée, de Yehuda. Et maintenant, dans la Samarie, dans Shomron, il y a le Shrem, la ville de Shrem, où est enterré Yosef Hatzadik, et d'une manière beaucoup plus générale, on sait très bien que, pratiquement pendant tout le temps où les Juifs étaient présents en Eretz Israël, ils étaient surtout concentrés justement dans les royaumes de Juda et de Samarie, en particulier quand il y a eu le schisme du Ham Israël, et que le peuple juif s'est divisé en deux, les 10 tribus d'un côté et la tribu de Yehuda et de Benjamin de l'autre. Effectivement, les Juifs habitaient essentiellement ces deux parties d'Eretz Israël qui sont la Judée et la Samarie. Donc ce n'est pas la peine de chercher des preuves au fait que ces terres appartiennent véritablement au Ham Israël. Maintenant, revenons sur ce que le Gaon a expliqué. Il dit que la force de la Klippa, la force de cette impureté, est qu'elle arrive à tromper même les plus grands parmi le peuple juif. En effet, on voit aujourd'hui que très rares sont ceux qui arrivent à percevoir la véritable intention de la gauche. Puisque la majorité pense que la gauche ne se préoccupe véritablement que de la paix et de la sécurité d'Israël. Et même ceux qui s'opposent à elle, c'est-à-dire la droite ne se pose pas à la gauche, disons, sur un problème de fond, mais plutôt sur un problème de forme. Ici, on a l'impression qu'on discute sur la justesse des moyens appropriés pour faire la paix avec nos voisins arabes. Mais à la rigueur, même la droite elle-même a finalement, c'est elle qui a entrepris, c'est elle qui a commencé les négociations avec nos voisins. N'oublions pas que après la guerre de Kippour, c'est un gouvernement de droite qui a remis quantité de terres conquises après cette guerre aux Arabes, en particulier à l'Égypte, qui a remis le Sinaï, qui a même été jusqu'à déraciner entièrement une ville déjà, Yishuv, qui était déjà construite, qui avait déjà fleuri, qui s'était déjà tout à fait bien développée, sur une partie des territoires conquis, c'est-à-dire la ville de Yamit, et que c'est un gouvernement de droite qui a chassé, qui a envoyé l'armée pour chasser les Juifs qui étaient installés, et qui a remis cette ville avec ses plantations, avec ses champs, avec ses fleurs, en particulier il y avait une culture de fleurs très 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 bien développée dans cet endroit-là. C'est eux qui ont remis cette ville-là à l'Égypte. Donc il est faux de croire que le conflit entre la gauche et la droite est un conflit de fond. Tout le monde est plus ou moins, disons, d'accord qu'à la rigueur, on peut être prêt à remettre des terres juives aux Arabes si c'est le prix à payer pour la paix. Le conflit semble être surtout un conflit, disons, de moyens et de nuances, disons, quant au nombre de terres et à la manière de permettre aux Arabes de se réinstaller sur cette terre. Est-ce que la police, par exemple, doit avoir uniquement des pistolets, ou bien même des mitraillettes et des tanks et des hélicoptères? Ou bien est-ce que ça doit être une autonomie ou un État? Et si c'est une autonomie, sous quelle forme? Mais encore une fois, c'est une discussion
dans la forme plus que dans le fond. Rare, bien qu'il s'agisse de plusieurs milliers de personnes en Israël, et de plus en plus de gens comprennent en vérité que le problème est différent de ce que la gauche et la droite discutent entre eux, mais malgré tout, ces quelques milliers, il n'y a qu'une minorité de gens qui réellement perçoivent que le problème est un problème beaucoup plus fondamental. Et ces gens, ces quelques milliers en Eretz Israël, qui sont encore peu nombreux, qui ont eux compris que la gauche, en vérité, ne veut en aucun cas faire la paix pour la paix elle-même. Mais ce qu'elle veut, c'est mettre fin véritablement au processus de Géoula qui a commencé. Parce qu'elle sait que ce processus-là dépend en grande partie de notre capacité à reconquérir toute notre terre. En rendant les territoires, la gauche sait qu'elle met en vérité à mort, véritablement, moralement et spirituellement, quand ce n'est pas physiquement aussi malheureusement, elle met à mort plus de 120 000 Israéliens qui sont déjà installés sur cette terre, sur ces territoires-là. Et 120 000 Israéliens qui, dans leur grande majorité, sont des Juifs qui sont fidèles à la Torah. Attends, mais la manière dont tu présentes le problème, là, puisqu'on est en train de parler des territoires, c'est une manière comme quoi la gauche voudrait donc combattre ces 120 000 jeunes qui ont un idéal. Mais nous, c'est pas du tout comme ça que ça nous est présenté quand on prend le problème. On voit qu'il y a un problème avec les Arabes, et on doit faire la paix avec les Arabes, pour qu'il n'y ait plus de problème avec les Arabes, et c'est tout. Et puis pour la gauche, parce qu'ils ont eux aussi droit à une terre, ce qu'il faut bien sûr, mais c'est comme ça qu'on comprend, que tout le monde comprend le problème. Donc là, tu es en train d'expliquer qu'en vérité, c'est pas du tout ça, c'est qu'ils essayent donc de déraciner le germe de cette jeunesse pleine de Torah qui est en train de faire la volonté d'Hachem. C'est révolutionnaire. Il est vrai que, disons, depuis que la gauche est au pouvoir, et surtout avant, et dans les premiers temps de cette période donc, où la gauche est arrivée au pouvoir, ce n'a pas été clair pour tout le monde exactement quel était l'enjeu, quel était le vrai problème. Parce que pendant toute la période où la droite était au pouvoir, la Libye essentielle de la gauche était de dire oui, justement, à cause du fait que vous ne voulez pas faire de concessions, que vous continuez à opprimer ces peuples qui sont caviarol, si on peut dire, sous domination israélienne. C'est pour ça qu'il y a les attentats, c'est pour ça que le terrorisme, c'est pour ça qu'il y a les guerres, et finalement on ne peut pas s'en sortir, il faut trouver une solution avec eux. Et quand nous viendrons au problème, nous trouverons la solution. C'est-à-dire donc pendant des années, la gauche a essentiellement parlé du côté, on pourrait dire, du problème de sécurité, du problème de shalom et de milchama, de paix ou de guerre en Eretz Israël, en fonction de la manière dont on va résoudre le problème avec les Arabes. Et il n'y a pas eu véritablement d'autres arguments qui ont filtré, qui étaient apparents dans tout ce discours que tenait la gauche. Et de la même manière, dans toute la campagne politique de la gauche a été surtout de mettre l'accent sur le fait qu'il y avait un problème, il y a une réalité que personne ne peut nier, et cette réalité n'est absolument pas liée à un problème idéologique. Et on doit s'en sortir, on doit trouver une solution. Alors on avait finalement le sentiment pendant très longtemps que le conflit entre donc ces deux tendances dans le Ham Israël, entre globalement, disons, les tendances politiques, je parle bien, parce que il y a d'autres tendances, mais les tendances qui ont le pouvoir, donc la droite et la gauche, que le conflit était uniquement, disons, d'ordre technique, savoir comment on peut s'y prendre pour faire la paix avec nos voisins. Et la gauche, elle, partait dans ce chemin de dire qu'il faut absolument donc qu'il y ait une autonomie, éventuellement même un État palestinien, et que si finalement les Arabes retrouvent leur indépendance et sont satisfaits sur le plan économique, sur le plan social, automatiquement ils nous ficheront la paix. C'était tout, c'était une manière donc très pragmatique de voir le problème. Or cependant, il est apparu au fur et à mesure que la gauche était au pouvoir, et aujourd'hui c'est devenu une évidence que finalement elle avait caché à la société israélienne, elle avait caché au Ham Israël dans son ensemble, disons que les vraies raisons qui motivaient cette démarche. Aujourd'hui, plus que jamais, il apparaît que finalement la gauche n'a fait que utiliser, que exploiter, disons, une lassitude générale, une fatigue, une peine générale, une tristesse, un deuil, celui de la société israélienne qui effectivement est épuisée, est dégoûtée par ces guerres et cherche effectivement une solution. La gauche a utilisé finalement cette fatigue générale, ce découragement général
pour finalement dévoiler au fur et à mesure et imposer une idéologie nouvelle qui prétend faire du Ham Israël un peuple comme les autres et qui n'a pas, disons, un destin, qui n'a pas un avenir différent de tous les autres peuples. En ce sens, la gauche sait très bien, disons, qu'à l'intérieur du Ham Israël véhicule toutes ces notions de Géoula, de délivrance future du Ham Israël, et que la délivrance future du Ham Israël est liée à deux choses essentielles. Tout d'abord, que le Ham Israël reprenne possession de l'ensemble de ce qui est véritablement son territoire, sa patrie, et donc c'est absolument évident que la Judée et la Samarie font partie intégrante, totalement, font partie intégrante donc du vrai Eretz Israël, puisqu'on sait très bien que le Eretz Israël biblique, et surtout celui du Mashiach, ira encore beaucoup plus loin que la Judée et la Samarie. Et deuxième chose, que cette Géoula du Ham Israël est liée finalement à un retour du peuple juif à sa Torah et à ses valeurs véritables qui expriment dans toute sa puissance l'identité juive authentique. Donc la gauche a très très bien senti, disons, que ce peuplement, au fur et à mesure, surtout pendant les 10 ans où elle n'était pas au pouvoir, ce peuplement qui a pris une ampleur absolument incroyable, donc jusqu'à attirer 120 000 à 150 000 juifs dans les territoires en Judée et Samarie, et comme par hasard, disons que, comme on l'a expliqué, que cette grande majorité de juifs sont pratiquement tous, disons, s'ils ne sont pas forcément orthodoxes, en tout cas, ils sont pratiquants et attachés à la Torah, et une grande partie d'entre eux sont des gens qui sont réellement des gens qui étudient la Torah et qui vivent les mitzvot dans les moindres détails, avec toute l'authenticité et tout le sérieux. Donc la gauche a compris qu'il y a effectivement un lien ici, un lien étroit entre la terre d'Israël, entre finalement la conquête d'Eretz Israël, l'agrandissement d'Eretz Israël, et justement un certain retour du Ham Israël vers la Torah. Car comment se fait-il que paradoxalement, alors que ce sont eux qui ont commencé, disons, à conquérir il y a 50 ans la terre d'Israël, comment se fait-il que ce ne sont pas leurs enfants qui aient pris la relève et qui aient choisi de s'installer dans des endroits dangereux, puisqu'ils sont au milieu de populations arabes, et que eux, ces enfants-là, préfèrent justement rester dans les grandes villes et rester dans le petit Israël, celui d'avant la guerre de 67, et que justement il y a eu une relève, une nouvelle jeunesse, on pourrait dire une nouvelle partie du Ham Israël qui, pendant les 50 premières années, était restée, si l'on peut dire, était restée un petit peu à l'écart, disons, de la scène politique, de l'action, que ce n'est pas vraiment eux, disons, qui avaient les rênes du pouvoir en main, et que c'est justement toute cette partie du Ham Israël qui va partir à la conquête des territoires, qui va s'y installer, qui va construire des villes et des villages, qui va y amener des femmes et des enfants, reconstruire des écoles, reconstruire même des yeshivot. Et encore une fois, donc, à partir du moment où la gauche a pris conscience que les deux étaient liés, que le retour de la jeunesse israélienne à la Torah était lié, disons, à sa volonté d'agrandir la terre d'Israël et de récupérer tous les territoires qui sont véritablement à nous, à ce moment-là, il est devenu tout à fait évident pour la gauche que le problème des territoires n'est pas un problème, on pourrait dire, strictement national, un problème de sécurité, c'est aussi un problème d'identité, c'est un problème idéologique, c'est un problème qui est lié finalement à la vocation spirituelle du Ham Israël. Et à partir du moment où cette chose est devenue claire aux yeux d'une partie, malgré tout importante de la population, qui est représentée par la gauche, à ce moment-là, ils ont compris que le combat contre le territoire, c'était aussi et surtout le combat contre cette nouvelle facette du Ham Israël qui petit à petit sortait de l'ombre, sortait des coulisses et qui risquait de prendre le pouvoir. Et donc de redonner au retour des Juifs sur la terre sa signification véritablement, disons, spirituelle et messianique, et mettait en danger toutes les aspirations de la gauche laïque et anti-religieuse qui, elle, ne rêvait de reprendre ce pays que dans le but, finalement, d'y installer un peuple comme les autres. Est-ce qu'il y a des preuves concrètes de cette action aujourd'hui en Israël ? Évidemment, au fur et à mesure, on a de plus en plus de preuves, par l'intermédiaire des médias, qui, n'oublions pas, toutes les médias, sauf une chaîne, toutes les médias israéliennes sont entre les mains de Meretz, donc du parti d'extrême gauche, les journaux,
les discours politiques, les interventions de tel ou tel ministre, où de plus en plus on s'aperçoit que le problème du shalom en tant que tel a laissé sa place, a fait place à un problème idéologique beaucoup plus puissant, un problème de société, qui est celui d'un conflit finalement entre deux manières de voir l'identité future du Ham Israël. Quelques exemples concrets, prenons le plus récent, justement, il y a, on peut dire quelques heures même, pour pas dire quelques jours, donc ce Motzei Shabbat Parshat Nassau, il y a eu donc Motzei Shabbat des manifestations contre le processus de paix en réaction à tous les attentats on sait très bien qu'il n'y a jamais eu autant d'attentats depuis des années et des années, il n'y a jamais eu autant de victimes, de morts en Israël que depuis que ce processus de paix, disons, avance, et en réaction, finalement, le Premier ministre s'est exprimé, donc il y a quelques heures, et n'a rien trouvé d'autre à dire que finalement, il se bat, la société israélienne se bat pour mettre fin à la domination d'un peuple sur un autre. Alors c'est absolument incroyable. Il y a encore quelques mois, ou à plus fortement quelques années, il aurait dit oui, mais il faut absolument qu'on ait la paix. Nous ne voulons plus de soldats qui meurent au champ de bataille. Nous ne voulons plus d'infirmes. Nous ne voulons plus d'attentats. Il faut absolument se débarrasser de cette question palestinienne. Il aurait encore tenu des propos comme ça. Donc des propos qu'on peut appeler en hébreu bediavad. Ça veut dire donc on est dans une situation de cas de force majeure. On ne peut pas faire autrement. Bon, mais c'est le moindre mal. À la rigueur, c'est à prendre ou à laisser, un point, c'est tout. Aujourd'hui, l'attitude de la gauche, jusqu'au Premier ministre, qui, Dieu sait qu'il s'est caché, il a tout fait pour masquer ses véritables intentions jusqu'à pratiquement nos jours, tous ces discours n'étaient pas un discours idéologique, un discours qu'on peut appeler lechatrila, c'est-à-dire un discours en soi, et encore une fois, tout était dissimulé à travers, on pourrait dire, la réalité est ce qu'elle est, il faut faire avec. Aujourd'hui, non. On commence à dire, nous nous battons maintenant. Ce n'est plus pour la paix qu'on se bat, ce n'est plus pour que nous puissions vivre dans notre pays sans risquer d'être poignardés aux quatre coins de rue, mais nous faisons, c'est devenu un problème de principe, c'est un problème idéologique, nous battons pour redonner au peuple palestinien son indépendance et sa fierté, sa dignité, pour que l'occupation d'un peuple par un autre puisse cesser. Des propos comme ça sont des propos qui rendent fous les gens, en tout cas ceux qui ont encore un minimum de sensibilité juive en eux. Pourquoi ? Parce que c'est absolument évident que le Premier ministre a raison lorsqu'il dit qu'il y a des abus, qu'effectivement, je veux dire il y a effectivement des Palestiniens, des milliers de Palestiniens qui vivent dans des conditions d'hygiène et de société qui sont terriblement médiocres et en dessous de tout et aux portes de notre société à nous, qui est une société moderne. C'est sûr qu'il y a des aberrations, il y a des choses qui ne sont pas normales, mais d'un autre côté, aller jusqu'à appeler la présence des Juifs sur leur terre une occupation, une domination d'un peuple par un autre, qui peut rappeler, disons, celle des Français en Algérie, ou malheureusement celle des Allemands en France, ou celle des Allemands en Europe, ou celle des Russes dans l'Empire russe avant qu'il s'effondre. Les mêmes mots, les mêmes appellations, les mêmes comparaisons sont meurtrières, sont calomnieuses, parce que tout le monde sait que, on pourrait presque dire, alvaï que tous les peuples qui ont été soi-disant occupés le soient comme les Arabes le sont par Israël. Alvaï que le peuple juif ait eu cette chance pendant son long galop d'être dominé comme les Arabes aujourd'hui sont dominés en Israël. N'oublions pas que les Arabes aujourd'hui, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui acceptent de sortir de leur camp, combien de fois pendant des décennies Israël a proposé sans cesse de détruire les camps, de construire des maisons, de rendre leur vie beaucoup plus agréable. Ce sont les Arabes eux-mêmes qui, pour des raisons bien sûr politiques, ont refusé de détruire les camps de réfugiés, parce que ça représente, disons, qu'une plaie, ça représente donc un affront en plein milieu de la société israélienne qui était censé, et d'ailleurs ça a réussi, qui était censé obliger les dirigeants israéliens à prendre en considération la question palestinienne. Donc ce sont eux-mêmes qui n'ont pas voulu sortir de leur camp. N'oublions pas que les Arabes peuvent circuler librement dans tout le pays, peuvent travailler, recevoir les allocations familiales, ne payent pas d'impôts, et quantité d'autres pressions qui pèsent sur la société israélienne dont les Arabes sont dispensés. Et il suffit tout simplement, à la rigueur, je dis à la rigueur parce que je ne partage pas forcément, disons, cette opinion pour ce qui a été fait pour les Arabes de Galilée, mais il suffit de voir, disons, que le niveau social, le niveau économique des Arabes de Galilée, dont la plupart circulent en Israël dans des Mercedes, dans des voitures absolument extraordinaires, qui ont des villas. Il suffit de prendre la route jusqu'à
jusqu'au lac de Tibériade, qui traverse quantité de villages, ou plutôt de villes, des Arabes de Galilée, pour voir qu'ils ont des villas absolument extraordinaires, des palais. Et c'est à peine croyable de voir cette réussite, disons que sociale et économique de ces Arabes qui, contraints ou non, ont accepté, disons, de vivre en Israël sans se révolter ouvertement contre le pays. Et pour se rendre compte de quel genre de chesed, quel genre de générosité, quel genre de bienfait la société israélienne est capable d'octroyer aux Arabes qui ne pensent pas à tuer des Juifs dans les autobus ou à chaque coin de rue. Donc, si la situation des Arabes de Judée-Samarie n'est pas celle des Arabes de Galilée, c'est tout simplement parce que eux, pour des raisons politiques, dirigés par l'OLP, dirigés par Arafat, ont tout fait pour refuser ces bienfaits de telle manière à ce que leur situation reste une plaie ouverte en plein cœur la société israélienne. Maintenant, encore une fois, c'est absolument évident, je pense qu'il n'y a personne dans ce pays qui prétend, disons, que tout a toujours été fait comme cela devrait être fait, que personne ne prétend que notre société a toujours fait preuve de la plus grande justice et de la plus grande égalité vis-à-vis de ces populations-là, mais d'un autre côté, encore une fois, aller jusqu'à parler d'occupation, quand on sait ce que le mot occupation, surtout peuple juif, signifie, lorsqu'on parle d'occupation, on imagine la botte allemande ou la botte russe qui piétine, qui massacre, qui viole, qui enferme et qui assassine. Donc parler d'occupation, ce sont des mots qui jamais ne pourront être pardonnés. Il est absolument clair qu'un homme comme Rabin, dans quelques décennies, on se rappellera de lui dans l'histoire juive comme d'un des pires ennemis du peuple juif, en ce sens qu'il a eu des propos pour le peuple juif qui sont aussi blessants que ceux qu'ont tenus tous les plus grands ennemis du Ham Israël. Et quant à savoir s'il y a une différence, parce que les grands ennemis du Ham Israël, eux, se sont aussi attaqués avec des fusils, avec des bombes, et ont ouvert des camps de concentration, ont gazé et piétiné des millions de juifs, tandis que, grâce à Dieu, ce n'est pas ce que la gauche fait aujourd'hui, je répondrai malheureusement que seul l'avenir nous dira si directement ou non ce n'est pas ce que la gauche fait, dans la mesure où aujourd'hui des milliers, des centaines de milliers de juifs se rendent compte en Israël que tout ce processus de paix est en train risque de nous amener à une catastrophe sur le plan national, à une guerre terrible, et donc à un renforcement des Arabes, et que si les Arabes finalement arrivent à obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire démoraliser totalement la société israélienne et pouvoir gagner Chas v'Shalom une des prochaines guerres, on peut s'imaginer ce que les Arabes feront lorsqu'ils rentreront à Tel Aviv ou à Haïfa, et même si ce n'est pas la gauche qui l'a fait de ses propres mains, dans la mesure où la gauche est en train de tout faire, consciemment ou non, pour permettre aux Arabes de prendre leur revanche après 50 ans qu'ils attendent cette revanche-là, donc directement ou non, de toute façon, ça sera tout ce sang juif qui risque de couler reposera sur la tête de Rabin et de ses sbires. Donc je reviens en tous les cas à la question que tu as demandée. Effectivement, on se rend compte donc de plus en plus que c'est un problème idéologique. Un autre exemple, et il y a quelques semaines, ont été distribués dans toutes les écoles du pays des manuscrits à l'attention des professeurs et des élèves qui expliquaient que finalement, donc manuscrits qui sont édités bien sûr par le ministère de l'Éducation, qui est entre les mains du Mérez, de l'extrême gauche, et qui expliquait clairement que toutes les lois raciales des sociétés occidentales, et jusqu'aux lois de Nuremberg, toutes les lois raciales contre le peuple juif, tirent leur origine des lois de la Torah qui interdisent au peuple juif de se marier avec des non-juifs et qui font une différence entre les juifs et les autres. Donc ce sont des choses qu'on remet à lire et qu'on remet donc à étudier par des professeurs en classe pour des centaines de milliers de jeunes israéliens, à qui on injecte ce poison, disons, comme quoi on peut comparer les lois de la Torah aux lois de Nuremberg. Et quantité de choses qui sont faites, surtout, disons, que vis-à-vis des immigrés russes, vis-à-vis de tous les immigrés qui n'ont pas eu véritablement une éducation juive authentique dans leur pays de galoute, ou dès qu'ils arrivent et qu'ils tombent entre les mains de l'éducation, disons, officielle du pays, on leur inculte quantité de mensonges, quantité de lachonara, de médisance en ce qui concerne la Torah. Je pense à un tract qui avait circulé dans Jérusalem à Pessah dernier, où on reproduisait textuellement plusieurs discours de Yossi Sarid ou d'autres,
qui était en russe traduit en hébreu, où ils expliquaient donc devant des centaines des milliers des migrants russes, comme quoi c'était pas Pessah, c'était à Rosh Hashanah. On expliquait que les Juifs sonnent du chauffard à Rosh Hashanah pour faire partir les démons, et que ce sont des coutumes anciennes que l'on trouve dans les peuplades idolâtres les plus éloignés, en particulier chez les Noirs d'Afrique, qui sonnent aussi dans des sortes de trompettes pour faire partir les mauvais esprits et les démons. Bon, imaginez que ce sont ces gens-là qui sont aussi au pouvoir et qui décident de la politique d'Israël et qui veulent faire la paix. Il est absolument évident que ces gens-là n'ont qu'un seul et unique but, c'est de déraciner finalement l'identité d'Israël, déraciner la Torah du peuple juif. Et bon, je passe outre quantité d'articles qui sans arrêt figurent dans tous les journaux qui sont plus ou moins, disons, alliés à la gauche, ou en tout cas des journaux officiels dans le pays, où il n'y a pas un journal, pas un jour qui sort sans des prises d'opposition, sans qu'on y inscrive les opinions, comme par hasard, toujours des grands intellectuels de gauche qui ne loupent pas une seule occasion pour salir sans arrêt la Torah. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui vivent dans les territoires, donc c'est beaucoup plus grave, puisque là j'ai parlé jusqu'à présent de la Torah qui est salie en général, mais en ce qui concerne ces 120 000 Israéliens, il suffit de vivre en Israël pour se rendre compte que depuis plusieurs mois, une véritable machination a été montée de toutes pièces pour les montrer du doigt et pour faire croire finalement à l'ensemble de la population d'Israël et aux Juifs du monde entier que ce sont eux les responsables de tous les maux d'Israël. C'est à cause d'eux que des Juifs meurent, c'est à cause d'eux qu'il y a eu des guerres. Finalement, c'est le bouc émissaire. Pour la première fois dans notre histoire, le peuple juif a trouvé lui-même son propre bouc émissaire, et ce qui a été fait au peuple juif pendant des siècles, de l'accuser à chaque fois qu'il y avait une peste, où il y avait une maladie, où il y avait une épidémie, où il y avait des problèmes politiques, des problèmes économiques, on a toujours visé, montré du doigt le peuple juif, on a toujours calomnié, toujours accusé d'être le responsable de tous les maux des goïms. Aujourd'hui, la société israélienne, et en vérité pas la société, disons la gauche, qui est au pouvoir, aujourd'hui a trouvé son bouc émissaire. Si nous souffrons, s'il y a eu des guerres, jusqu'à la guerre de 48, et pourquoi pas, bien qu'il y avait bien sûr pas de colons dans ces endroits-là, bien sûr, jusqu'à la guerre de 48, tous les malheurs du peuple juif, tous les malheurs de notre société aujourd'hui, c'est la faute des colons, c'est parce qu'ils sont en Kriyat Arba, c'est parce qu'ils sont à Shrem, c'est parce qu'ils refusent de redonner ces terres arabes aux Arabes. Et il y a un véritable dégoût, une véritable révolte, une grande partie de la société israélienne contre ces juifs qui finalement ont repris le flambeau que la jeunesse laïque elle-même avait lâché, avait refusé de continuer de prendre et de porter fièrement. Et c'est cette jeunesse israélienne qui est dans le territoire, qui a tellement fait, qui a tellement souffert, qui s'est tellement sacrifié finalement pour l'honneur du Ham Israël, pour que le Ham Israël retrouve ces endroits sacrés comme Shrem et Hebron. Cette jeunesse est maintenant sacrifiée et calomniée et constamment, disons, montrée du doigt, et tout ça dans le but, disons, de détourner le regard de la société israélienne du véritable problème qui sont les Arabes et le terrorisme, et de trouver un bouc émissaire monté de toutes pièces. Et c'est très facile, bien sûr. Le peuple juif lui-même sait à quel point cette politique a payé durant l'histoire, puisqu'il a été le premier constamment à souffrir de ces choses-là. Donc, donc encore une fois, je résume avant de passer au point suivant, que effectivement aujourd'hui, et je reprends cette phrase de Rabin qui dit que lui se bat pour la libération d'un peuple, lui se bat pour mettre fin, disons, à cette occupation d'un peuple sur un autre. Il est clair que le discours maintenant a complètement changé, et que finalement, la gauche met véritablement les cartes sur la table, enlève son masque, et montre que tout semble être un problème idéologique. La gauche se sert de l'humanisme, la gauche se sert de la grande morale, la gauche se sert finalement de quantité de notions qui n'ont absolument rien à faire avec le Ham Israël, et en particulier rien à faire avec la Géoula du Ham Israël, avec ses temps messianiques, pour finalement essayer de récupérer une grande partie du Ham Israël qui est en train de lui échapper. Et justement, c'est le point que je veux évoquer maintenant. Il faut comprendre que le problème politique en Israël, aujourd'hui, n'est que le reflet, n'est qu'on pourrait dire la goutte de l'océan d'un problème qui lui est beaucoup plus fondamental, qui est un problème de société, un problème, disons, de génération, qui est en train dramatiquement d'être vécu ici en Eretz Israël. On peut affirmer sans absolument aucun risque d'être contredit que le sionisme laïque, et surtout le sionisme de gauche, a échoué, et surtout au niveau de la jeunesse, dans la mesure où il n'y a aujourd'hui plus aucune relève, il n'y a plus aucune suite.
on sait très bien qu'on assiste, par exemple, à des choses absolument incroyables. Qui l'aurait imaginé il y a encore 10 ans? Aujourd'hui, il y a des kibbutz de Shomer HaTzaïr, des kibbutz donc de gauche, enfin de gauche, aujourd'hui ça ne veut plus dire grand-chose, mais enfin des kibbutz qui sont traditionnellement des kibbutz rattachés à la gauche, qui font passer des annonces dans les journaux, ou à la télévision, ou à la radio, pour dire qu'ils sont prêts à vendre des terres, ou qu'ils sont prêts à demander est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir pour prendre la relève, parce que les kibbutz, beaucoup de kibbutz sont en train de mourir aujourd'hui. Pourquoi? La jeunesse s'en va. À 90%, peut-être j'exagère, mais en tout cas à 70%, la jeunesse des kibbutz ne reste pas dans les kibbutz. Elle ne veut pas continuer cette vie pionnière, cette vie, disons que, en relation avec la terre, pour 2 raisons essentielles. D'abord parce qu'elle n'y croit plus, et deuxièmement parce que de toute façon, même ceux qui restent n'est plus vraiment eux qui travaillent la terre. Aujourd'hui, ce sont les Arabes qui, dans la grande majorité, conduisent des tracteurs, s'occupent des plantations, s'occupent de la cueillette, et donc ce lien avec la terre a pratiquement disparu des kibbutz aujourd'hui. Et de plus en plus, il y a bien sûr plus de kibbutz qui se montent, et quantité de kibbutz qui connaissent des difficultés absolument incroyables, parce que la jeunesse ne suit pas. La jeunesse ne veut plus de cette manière, disons, de vivre en Eretz Israël. La jeunesse fuit dans les villes, dans les grandes villes, et s'entasse dans Tel Aviv, à Haïfa, Herzliya ou ailleurs. Et Alvaï, on pourrait dire Alvaï, que la jeunesse reste dans le pays. On sait très bien qu'en vérité que la grande majorité de cette jeunesse-là fuit le pays. Il y a aujourd'hui, d'après les statistiques, plus d'1 million d'Israéliens qui sont en dehors du pays. On parle aujourd'hui d'Alia de Russie, d'Alia d'Éthiopie, d'Alia de France, d'Alia d'Amérique. C'est devenu une véritable, disons que c'est une supercherie. Ça fait presque rire quand on sait que les Israéliens eux-mêmes quittent le pays et s'en vont à Los Angeles, s'en vont en France, s'en vont malheureusement énormément d'Israéliens s'en vont en Allemagne, et une grande partie s'en va aussi en Inde, s'en va à Katmandou. Et il y a une fuite donc de la jeunesse, une fuite de cette force après l'armée. On sait très bien que c'est devenu un rite, c'est devenu, on pourrait dire, une religion dans le pays, une religion, disons, dont on parle ouvertement dans les journaux, à la télévision, à la radio, où l'Israélien aujourd'hui se fait presque un devoir presque religieux de quitter le pays pendant plusieurs années après l'armée, de s'en aller d'abord en direction de Katmandou, après s'il est encore vivant ou s'il n'est pas trop épuisé, il s'en va en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, et puis après finalement pour aller s'installer quelques années pour faire de l'argent, comme ils disent, en Amérique ou en Europe. Et sur ces milliers et milliers qui partent chaque année après les 3 ans de service militaire, une grande majorité reste dans le pays. Je me rappelle une fois avoir entendu... Reste dans les pays où ils ont été. Reste dans le pays. Dans le pays où ils ont été, bien sûr. Je me rappelle une fois avoir entendu un juif de Los Angeles, un Israélien, qui me disait que quand on fait un faux numéro à Los Angeles, on a une chance sur 2 de tomber sur quelqu'un qui va répondre Ken, parce qu'il y a tellement d'Israéliens à Los Angeles que généralement quand ils décrochent, ils s'attendent à ce que ce soit un ami israélien qui les appelle, et ils répondent Ken directement en hébreu. Donc il y a un problème de société ici. Pendant ces 10 dernières années, la jeunesse, surtout la jeunesse laïque, la jeunesse de gauche, a quitté le pays. Et n'aime plus vraiment ce pays. Et à la rigueur, quand elle reste dans ce pays, c'est pour s'y entasser, comme je l'expliquais, dans les grandes villes du pays, et refuse absolument, et ça plus que tout, d'aller s'installer dans des endroits nouveaux, dans des endroits qui se construisent, dans des parties du pays qui sont éloignées des grandes villes. Par exemple, c'est une des raisons pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas été capable de peupler la Galilée et le Negev, qui sont pourtant à l'intérieur des territoires, parce que personne ne veut y aller. La jeunesse ne rêve que des choses qu'on peut trouver dans les grandes villes. Alors ne parlons pas de s'installer dans les territoires. C'est absolument hors de question pour cette jeunesse-là qui ne veut plus vraiment se battre, qui ne veut pas souffrir et qui finalement veut vivre comme n'importe quelle jeunesse, comme la jeunesse d'Amérique, comme la jeunesse de France. Finalement, qui a repris le flambeau du sionisme? Qui a repris le flambeau de cette jeunesse pionnière et courageuse? C'est une jeunesse religieuse. C'est elle qui, depuis 10 ans, a profité finalement si l'on peut dire, de ce découragement au sein de la population, au sein de la jeunesse laïque, pour aller s'installer non seulement dans des endroits déserts, là où personne ne voulait aller, mais surtout dans des endroits qui sont non seulement déserts. Donc, comme je l'ai expliqué, le problème politique est avant tout un problème de société. Une grande partie de la population israélienne, qui est aujourd'hui donc représentée par la gauche, sait très bien que la société israélienne est arrivée devant un mur, disons, pendant les 50 premières années, en vérité 46 premières années.
l'ensemble du pays était trop préoccupé, disons, par des problèmes de construction, de construction du pays, et malheureusement même de guerre, pour pouvoir réellement, disons, s'attaquer aux problèmes de société, aux problèmes de la jeunesse, et pouvoir, disons, combler le manque et combler le vide de cette jeunesse, finalement, qui n'a absolument plus d'idéal, qui n'a plus d'avenir. La jeunesse était occupée, croyait, disons, dans ce rêve, disons, du sionisme constructeur, du sionisme qui permet le retour du peuple juif sur sa terre, et cette jeunesse était accaparée par les guerres, par ci, par ça, ce qui fait que cette jeunesse tenait même à un très très haut niveau moral, parce qu'on sait très bien que les épreuves et les difficultés, disons, entretiennent dans l'homme un niveau moral et un niveau, disons, de Messirut Nefesh, de don de soi et des qualités que malheureusement, si on peut dire, on ne trouve que dans les situations, disons, de drame et de difficultés. Mais malgré tout, on peut dire cette couverture qui est la construction d'une pays d'une part et les guerres et les difficultés d'autre part, cette couverture n'a pas réussi, n'a pu tenir que pendant les quelques décennies que nous venons de passer. Au fur et à mesure, la société a quand même, malgré tout, elle s'est modernisée, la jeunesse israélienne a de plus en plus pris conscience des valeurs de l'Occident, et en particulier des valeurs de la jeunesse américaine. La jeunesse israélienne a de plus en plus, comme je l'ai expliqué, surtout après l'armée, fait des voyages en Chutz La'aretz, et surtout en Amérique ou en Inde, et a absorbé là-bas, on pourrait dire, une sorte de mélange entre, d'une part, les idées de l'Inde, qui sont des idées, disons, de pacifisme et finalement d'une certaine manière de se déconnecter de la réalité présente et de ses problèmes, et surajouter à ça les valeurs de l'Occident représentées par l'Amérique, qui sont le profit, le gain et la vie facile. On ne saura jamais à quel point, et ce n'est pas à moi de le faire, et je suis certain que si ce n'a pas déjà été fait, des livres seront écrits là-dessus, ou ont déjà été écrits, des livres de sociologie, appelez ça comme vous voulez, pour expliquer à quel point, disons, cette fuite de la jeunesse israélienne vers l'Inde aura causé des torts à notre société. Et de plus en plus, ces choses-là transparaissent dans les journaux. J'ai eu l'occasion de voir certains journaux où des articles entiers sont consacrés sur ce drame terrible qui est cette fuite vers l'Inde, vers Katmandou, ces années passées à se droguer ou à étudier dans des monastères auprès de moines hindous qui incultent à notre jeunesse finalement des idées de soi-disant pacifisme et soi-disant, disons, de rêve, de l'au-delà, de mystique et de toutes ces bêtises-là, qui font que cette jeunesse-là n'a plus du tout, même lorsqu'elle revient en Israël, n'a plus tout envie de se battre, n'a plus envie, ne croit plus en ces choses-là. On sait très bien qu'un des piliers, un des fondements de la religion indienne, c'est l'universalisme, c'est finalement le dégoût de tout ce qui touche à ce monde-ci, et le dégoût de la guerre, le dégoût des conflits, et finalement être tourné vers se tourner en attitude passive, disons, vers une attitude de rêve, disons, vers un monde, bien sûr, qui n'existe que dans les fantasmes, et qui empoisonne notre jeunesse, et qui l'empêche, finalement, de continuer à se battre pour la construction de son pays et pour aller vers la Géoula. Alors, il y a deux genres d'Israéliens qui reviennent des Indes, ceux qui reviennent pour effectivement revenir en Israël, mais qui après trouvent dans la gauche, et surtout l'extrême gauche, ils ont l'expression de tout leur fantasme, ou bien ceux qui, parce qu'ils ne veulent plus se battre, mais d'un autre côté sont malgré tout restés suffisamment matérialistes, s'en vont en Amérique pour y faire fortune et rêvent de villas et de plages en Californie ou ailleurs. Et qui est le grand perdant de cette histoire-là? C'est le peuple juif qui voit sa jeunesse se vider sans arrêt. J'ai entendu moi-même personnellement, disons, en discutant avec des gens qui sont à l'armée, en particulier avec un officier, qui disait que à l'armée, enfin une grande partie de l'armée ne croit plus en rien, jusqu'à des généraux. Il a entendu de ses propres oreilles des généraux lui dire: oh, de toute façon, même Jérusalem, on s'en fiche. Si c'est le prix à payer pour avoir la paix, on est prêt à sortir de Jérusalem. Ces généraux, n'oublions pas que ces généraux n'ont que 32, 33 ou 34 ans. Ils sont très jeunes. N'oublions pas qu'on devient très très vite officier en Israël. Donc c'est effectivement, c'est malheureusement la voix d'une certaine jeunesse qui s'exprime à travers ces officiers, ces colonels, ces lieutenants ou ces généraux qui ont moins de 40 ans, qui sont encore très jeunes et qui sont terriblement influencés par tout ce qu'ils ont entendu, lu, venant de l'étranger, ou qui ont connu eux-mêmes par différents voyages qu'ils ont pu faire en Amérique, en Inde ou en Amérique du Sud ou ailleurs. Et un autre drame
en Israël, c'est que, si on peut dire, c'est que par l'intérieur de la télévision et du cinéma, je veux dire, la jeunesse israélienne peut, en appuyant sur un bouton, surtout par la télévision par câble, vivre en une fraction de seconde, passer des attentats de Tel Aviv ou des attentats des territoires, passer à un spectacle, au spectacle donné, disons, par la société américaine, et rêver comme un jeune Américain ou rêver comme un jeune Français. Et cette chose qui était encore impossible il y a 10 ou 15 ans, ou même qu'il y avait déjà la télévision, le programme restait essentiellement un programme israélien, donc si l'on peut dire limité. Aujourd'hui, la jeunesse israélienne vit au rythme des fantasmes et des désirs et des passions américaines, françaises, allemandes ou autres. Et ceci pratiquement 24 heures sur 24. Et notre jeunesse est constamment, disons, abreuvée et inspirée par ces messages, disons, ces messages d'une jeunesse qui, de par le monde, ne croit plus en l'État, ne croit plus en la patrie, ne croit plus en la nation, et surtout, ne croit pas en la Géoula du Am Israël. Donc, c'est finalement cette constatation du non-devenir de la société israélienne, la société laïque israélienne, qui a poussé, disons, si on peut dire, la gauche à ce processus de paix, puisque la gauche sait très bien qu'il n'y a maintenant plus de choix. Ou bien on laisse finalement le pays entre les mains des générations futures, qui sont des générations religieuses, des générations qui croient encore en la Géoula du Ham Israël, qui veut conquérir Israël, qui est prêt à affronter des dangers, des difficultés, qui est prêt à se sacrifier pour la grandeur de notre peuple, pour que nous puissions aller jusqu'aux portes de la Géoula. Ou bien nous transmettons le pays dans la main de nos enfants qui, eux, reviennent des Indes ou sont installés en Amérique, ou bien sont installés dans les grandes villes de Tel Aviv et malheureusement beaucoup se droguent ou d'autres calamités qui touchent tous les fléaux qui touchent toutes les sociétés finalement occidentales. Et si, comme c'est le désir de la gauche, si nous voulons laisser notre pays à cette jeunesse-là qui aujourd'hui est soit à l'extérieur du pays, soit dans les grandes villes, Tel Aviv, Haïfa ou autres, cette jeunesse-là, bien sûr, ne lui parlons pas de guerre, ne lui parlons pas de conquête du pays, ne lui parlons pas de s'installer dans le territoire. Elle ne veut absolument pas de ça, elle est prête à tout perdre, Jérusalem, et même revenir au fond de 67, pourvu que l'on puisse vivre tranquillement ici dans ce pays, comme dans n'importe quel peuple. Donc, la gauche a dû faire un choix. Ou bien entamer, et peut-être même malheureusement réaliser leur paix, je ne dis pas la paix, mais leur paix avec les Arabes, c'est-à-dire donc sacrifier l'essentiel de ce qu'est véritablement le peuple juif, sacrifier son identité, sacrifier finalement son avenir et sacrifier la Géoula pour avoir la satisfaction de voir leurs enfants finalement diriger le pays par la suite, mais avoir pour cela cédé aux caprices de leurs enfants, aux demandes de leurs enfants, ou bien continuer la politique israélienne telle qu'elle a toujours plus ou moins été depuis la création de l'État d'Israël, une politique forte, une politique téméraire, une politique, disons, courageuse, mais cela signifie finalement perdre totalement le pays et le remettre entre les mains de gens qui aujourd'hui portent une kippa et des tzitzit. Et ça, bien sûr, la gauche a fait son choix. Il n'est absolument pas question pour elle, disons, de voir demain s'installer à la Knesset des gens portant kippa et tzitzit. D'ailleurs, on voit au niveau de l'immigration que maintenant, pour l'Alliance de France, ils ne payent plus le déménagement, ils ne payent plus le fait qu'on va habiter dans le Merkaz Klita, l'endroit où on va habiter, tout ça parce que la majorité de l'Alliance française maintenant est religieuse, donc ils ont coupé les ponts. L'Alliance américaine, qui est une alliée de droite, pareil, étant donné qu'ils ne vont pas voter pour la gauche, ils ont coupé les ponts, mais ça faisait très longtemps. Et maintenant, c'est les Russes, bien sûr, qui est une alia là, qui peuvent modeler, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, puisqu'ils peuvent leur apprendre que la religion c'est n'importe quoi. Cette alia-là, et qui est une alia de gauche, de gens qui font partie de gens de gauche, cette alia-là, ils la favorisent, ils leur donnent des avantages incroyables par rapport au reste. C'est vrai. Et là encore, bien sûr, c'est évidemment pas de cette manière-là qu'il présente le problème. Donc tu fais allusion au fait que maintenant ça devient effectivement plus difficile de faire son alia même de France. Il y a encore ne serait-ce qu'un an, il y avait énormément d'avantages qui étaient donnés. On payait le déménagement, le Merkaz Klita était gratuit, et quantité d'autres aides qui disparaissent, qui ont disparu ou disparaissent les unes après les autres.
Et tout simplement parce que, alors bien sûr la Libye est qu'il n'y a pas d'argent, comme la Libye pour le processus de paix était qu'il faut bien faire la paix avec les Arabes, mais là encore tout le monde sait dans le pays qu'il y a eu des statistiques, d'ailleurs dont on a parlé à la radio, on sait très bien qu'à 90% l'alia française est une alia, disons, religieuse ou au minimum très traditionnaliste, une alia séfarade, donc qui par nature, disons, est beaucoup plus portée vers la droite que vers la gauche. Et c'est pour ça. Donc aujourd'hui, c'est évidemment l'argument est avant tout, la raison est idéologique. On prend comme prétexte les difficultés disons, économiques pour freiner, pour rendre plus difficile une alia qui dérange terriblement la gauche israélienne, puisque c'est une alia qui ne va pas après voter pour elle. Et au contraire, effectivement, tout ce qui vient de Russie est favorisé parce qu'on sait très bien que 90% des Russes pour l'instant, disons, votent encore à gauche, dans la mesure où tout simplement, ils ont été habitués pendant des décennies à voter à gauche, et même si le communisme s'est écroulé, bon, ben, ils continuent à voter un petit peu comme ils ont appris depuis leur tendre enfance. Bien qu'à ce niveau-là aussi, les choses commencent à changer énormément, la jeunesse russe, malgré tout est en train de changer, on le voit, est en train d'aller beaucoup plus à droite qu'on le pense. Je veux juste ouvrir une parenthèse là, quand je parle droite, à chaque fois, je ne fais absolument pas du tout allusion à la droite, disons, politique telle qu'on la connaît dans le pays. C'est absolument évident, je parle de droite par opposition à la gauche, mais nous avons déjà expliqué qu'en vérité, que la droite et la gauche, disons que ne diffèrent pas réellement l'une de l'autre, si ce n'est, disons que la gauche est franchement anti-religieuse et franchement anti-Eretz Israël, alors que la droite, malgré tout, disons que cette droite-là, relie et rattache des gens qui, malgré tout, ne sont pas vraiment anti-religieux et à plus forte raison ne sont pas à ce point, disons, contre la terre d'Israël, comme c'est le cas de la gauche. Mais malgré tout, globalement, ce n'est ni la gauche ni la droite que le pays a besoin. Le pays a besoin réellement que viennent au pouvoir, que dirige la société israélienne, des gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont attachés à la Torah. Je ne parle pas forcément d'orthodoxie, je ne fais pas maintenant dans les détails de est-ce qu'il faut avoir un grand chapeau, un petit chapeau, une kippa israélienne ou pas une kippa israélienne. En tout cas, alvaï que viennent au pouvoir, alvaï, disons, que prennent les rênes du pays des gens qui, en tout cas, respectent réellement la Torah. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de la droite, dans sa grande majorité, disons que la droite n'est pas, en tout cas, fidèle, si elle n'est pas contre la Torah, elle n'est pas fidèle à la Torah. Donc, à chaque fois que je prononce le mot droite, en vérité, je ne parle que par opposition à la gauche. Maintenant, donc, le problème, comme il est expliqué, je pourrais rajouter la notion suivante, que fondamentalement, la gauche n'est pas en train de céder, et ça c'est un grand chidouche, mais un chidouche disons, qui devient une grande nouveauté, ce que j'explique, mais qui devient de plus en plus évident, disons, pour celui qui essaye d'ouvrir les yeux en Israël. La gauche ne cède pas aux pressions arabes, elle cède tout simplement à la pression de ses propres enfants. C'est ça, en vérité, ce qu'il faut savoir. Ce n'est pas les Arabes qui font pression sur notre gouvernement, c'est la jeunesse, les enfants de ce gouvernement, la jeunesse laïque et de gauche, dans le pays, qui fait pression sur notre gouvernement. Comment ? Tout simplement, comme je l'ai expliqué, parce que les dirigeants actuels savent très bien qu'en aucun cas, leurs enfants seront prêts à mourir et à se battre pour ce pays comme eux-mêmes, effectivement, ont été prêts à le faire. Pour toutes les raisons que j'ai expliquées jusqu'à maintenant, les pressions de la droite, les pressions des Arabes ne sont encore une fois, même elles ne sont qu'une couverture. Même elles ne sont qu'une couverture. Le vrai problème, en fait, est un problème de société. Ces pressions, directes ou non, qui sont les pressions de la jeunesse, qui sort dans les rues, surtout par l'intermédiaire de ce mouvement Shalom Arshav, qui sort dans les rues et qui dit assez, on n'en veut plus. Et ne nous trompons pas encore. On n'en veut plus, ce n'est pas on ne veut plus des guerres. On ne veut plus cette vie finalement qui nous oblige à être différents de nos voisins américains, allemands ou français qui eux peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, voyager quand ils veulent, dormir quand ils veulent, manger quand ils veulent et surtout gagner de l'argent comme ils le veulent, comme ils l'entendent, s'enrichir et avoir une vie plus ou moins pépère, une vie normale. Et nous, on ne veut plus vivre différemment de ces gens-là. Alors c'est vrai qu'il y a un dégoût de la guerre, mais ce n'est pas tant le dégoût de la guerre plutôt que le dégoût de vivre dans des conditions telles que malgré tout on ne peut pas réellement ressembler à notre voisin américain, celui que l'on voit tous les jours sur nos écrans de télévision. Et c'est cette pression-là,
finalement, cette peur, cette crainte, cette panique devant cette absence de relève de la société israélienne qui a poussé nos dirigeants finalement à être contraints d'accepter aussi de se soumettre à une autre pression qui est la pression arabe. Il est absolument clair, absolument certain que si la jeunesse, même laïque, avait été une jeunesse forte, une jeunesse qui croit encore à son pays, qui croit à son avenir, qui croit au peuple juif, si cette jeunesse n'avait pas par milliers défilé dans les rues pour finalement faire comprendre à ses propres parents, dont une partie sont au pouvoir, à ses propres parents, qu'elle ne veut plus vivre comme les parents ont vécu, il est absolument certain que sans ces pressions-là, jamais, la gauche, même la gauche, n'aurait fait ce qu'elle a fait. Parce que n'oublions pas que la gauche a déjà montré par le passé, d'une certaine manière, qu'elle avait un certain courage, qu'elle avait une certaine, on pourrait dire, ambition pionnière, ne serait-ce que par la guerre des 6 jours, ou autres actions d'éclat, qui ont montré que tant que la jeunesse, finalement, suivait, la gauche elle-même, disons, limitait son idéologie à un problème intérieur, mais ça ne reflétait en rien sur des positions, disons, en tout cas face aux Arabes. Ce n'est qu'à partir du moment où la jeunesse a lâché que la gauche a été obligée de se soumettre aux pressions internationales, en particulier aux pressions arabes. Je voudrais quand même revenir sur une chose que tu as dit, c'est la manière dont tu présentes le problème du territoire comme étant un problème en vérité idéologique. Et que si on regarde ce qui a été dit, notamment dans le monde religieux, on s'aperçoit que c'est pas comme ça que ça a été présenté. On a dit en ce qui concerne les territoires, on peut les rendre au cas où il s'avère qu'il y a un problème de pikuach nefesh, de danger pour la vie. Alors là, on peut rendre des territoires. On a parlé beaucoup de ça. Je veux dire, c'est complètement différent de ce que tu viens de mettre en avant maintenant. Je veux dire, qu'est-ce qu'il en est ? Oui, donc ta question est la suivante. On sait que pendant pendant une longue période, effectivement, tous ceux qui, à l'intérieur du monde de la Torah, se sont prononcés pour ou contre le problème des shtachim, ceux qui disaient qu'à l'arrière il n'y avait pas un problème réellement à les rendre, et pas des moindres, parmi les plus grands du Ham Israël, bon, il est absolument évident que je n'ai pas envie de citer des noms, parmi les plus grands dans le Ham Israël en matière de Torah, ont dit il y a une notion de pikuach nefesh, à partir du moment où on est en danger, dans ces endroits-là, donc la vie d'un juif, de toute façon la vie de nombreux juifs, disons que repousse toutes les mitzvot de la Torah, c'est un principe bien connu, vechai bahem, la Torah nous a été donnée pour vivre et non pour mourir avec, et supposons même si on dit qu'il y a effectivement une mitzvah de vivre dans ces endroits-là, dans la mesure où cette mitzvah met notre vie en danger, c'est une raison suffisante pour les quitter. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est la chose suivante. Cette prise de position des grands de la Torah, de certains grands, parce que même à cette époque-là, je vais dire même, pas tout le monde était d'accord, cette prise de position était uniquement dans un contexte très 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 précis, qui était celui d'avant l'arrivée de la gauche au pouvoir, et au maximum pendant les tout premiers mois de cette prise de pouvoir, où pratiquement tout le monde dans le pays, sauf quelques êtres d'élite qui étaient comme des prophètes et qui avaient vu déjà longtemps à l'avance ce qui allait se passer, qui avaient déjà deviné quelle monstruosité se cachait derrière ces masques que porte la gauche aujourd'hui. À part ces êtres d'élite, tout le monde pensait, y compris la plupart des grands d'Israël, que effectivement le problème des shtachim était uniquement un problème de pikuach nefesh, un problème de danger. Il y a un danger, oui ou non, il faut être capable de le doser, de le mesurer, de trancher en fonction de ça. On a un problème avec les Arabes, on est constamment la guerre, la paix, etc. Donc voyons le problème on pourrait dire sur le terrain de la réalité, un point c'est tout. Mais personne, parce que la gauche avait tout fait pour le cacher, comme je l'expliquais pendant des années, personne ne pensait qu'en vérité ce n'était pas ça le problème, et que le problème était uniquement un problème idéologique. En fonction de ça, rappelons-nous que pour ceux qui connaissent ces prises de position des Gdolé Israël, qui ont écrit, qui ont été enregistrées, qui figurent dans les journaux ou dans certains livres, les Gdolé Israël constamment ont dit et ont affirmé tout au long de leur thèse que tout ce qu'ils disaient, c'était uniquement, disons, après avoir écouté certains généraux, certains hommes, certains grands de l'armée, certains hommes de guerre, et après avoir, disons, à la lueur de ce qu'ils ont entendu, ils ont tranché, comme c'est le cas, par exemple, quand on doit statuer, est-ce que oui ou non on a le droit de profaner Shabbat
pour soigner quelqu'un, alors ou bien de profaner Kippour pour soigner quelqu'un, alors on demande à un médecin, même à un médecin goy, dit la halacha, et si le médecin goy dit qu'il y a un danger pour la vie, alors on est en droit de profaner Shabbat ou de profaner Kippour, c'est-à-dire de manger à Kippour, à cause du principe Vechai Bahem, le principe de Pikuar Nefesh. Et donc, et bien sûr, à combien plus forte raison que des généraux ou des officiers juifs ne sont bien sûr pas moins qu'un médecin goy, et que on doit se fier à leur avis à partir du moment où des généraux et des officiers disaient que les problèmes pourraient être résolus si on rendait les shtachim. En fonction de ça, les Gdolei Israël se sont prononcés en faisant bien de préciser que c'était après discussion et après s'être rendu compte que sur le terrain il y avait un certain danger, qu'ils optaient pour cette politique-là, pour ce psaque-là, pour cette décision rabbinique. Maintenant, il suffit de vivre en Eretz Israël pour se rendre compte que, chose absolument incroyable, pratiquement tout le monde religieux aujourd'hui, quand je parle du monde religieux, je parle donc du monde aussi, et surtout le monde orthodoxe, tout le monde religieux s'est retourné contre la gauche, et aujourd'hui ne pense plus du tout ce qui a été affirmé pendant plusieurs années. N'oublions pas que nous avons vu circuler, il y a encore quelques mois, avant Pessah, des écrits, donc des lettres du Rav Shach, par exemple, de Bnei Brak, qui disaient que nous devons absolument aller contre tout ce que la gauche fait, et en ce qui concerne le processus de paix, il a été jusqu'à affirmer lui-même, c'était ces mots que des milliers d'Israéliens, des Israéliens surtout orthodoxes, ont pu lire, et nous n'avons absolument aucune garantie que le processus qui a été entamé maintenant évitera de prochaines guerres. Ce qui veut dire, c'est ce qui va exactement dans le sens de tout ce que les rabbinim, qui depuis le départ s'opposaient à ce processus de paix, disaient, quand ils affirmaient que ce n'est absolument pas évident qu'en rendant les shtachim, on va éviter non seulement des problèmes avec nos proches voisins qui sont les Palestiniens, mais même des guerres éventuelles avec les Égyptiens, les Syriens ou d'autres. Et Rav Shach, par exemple, disait exactement la même chose, que d'une manière générale, il n'est un secret pour personne que tout le monde religieux s'oppose à la gauche, et en ce qui concerne le processus de paix, encore une fois, qui nous dit qu'il évitera d'autres guerres. Et quand on parle de guerre, bien sûr, on ne parle pas de guerre avec les Palestiniens, parce que ce n'est pas avant des années et des années que les Palestiniens seront capables de nous faire la guerre. Ils sont capables, bien sûr, de faire du terrorisme, mais pas la guerre. Donc, quand le Rav Shach parlait de guerre, c'est évident qu'il faisait allusion à la guerre possible avec des puissances telles que la Syrie, l'Irak ou d'autres. Et il suffit, encore une fois, quand on vient en Israël, de lire chaque semaine, ce n'est pas chaque jour, les journaux Haridi, ou les revues, c'est vrai, les revues orthodoxes pour voir, par exemple ici à Bétar, qui est une ville, si l'on peut dire, orthodoxe, on vend librement dans tous les magasins de la ville des journaux, disons, qui reflètent la plus haute orthodoxie israélienne et qui prennent position farouchement contre toutes les décisions qui concernent le processus de paix et qui vraiment, disons, s'insurgent, écrit au scandale lorsqu'on parle de rendre Jéricho ou Gaza et toutes les choses qui sont faites par la gauche. Alors comment c'est possible un tel revirement? Alors bien sûr, évidemment, il y a des nuances. La position de Bnei Brak n'est pas forcément celle de Jérusalem. À plus forte raison, Jérusalem, c'est pas celle des territoires. C'est évident qu'il y a une palette, un arc-en-ciel qui englobe quantité de couleurs, quantité de nuances à l'intérieur, disons, on pourrait dire, de cette population religieuse et de ces rabbinim, en ce qui concerne, disons, la prise de position contre la gauche et contre le processus de paix. Mais aujourd'hui, c'est absolument clair. Bon, nous-mêmes qui vivons à Bétar, discutons constamment avec nos voisins et nos amis qui sont des gens orthodoxes, et il est absolument clair que tout le monde s'insurge contre chaque pas, chaque chose qui est faite aujourd'hui plus que jamais dans ce processus de paix. Alors comment est-il possible qu'il y ait eu un tel revirement? Comment est-il possible que les grands d'Israël, qui il y a encore 5 ou 6 ans, ou même des fois 7 ou 8 ans ou 10 ans, disaient qu'il fallait être prêt à rendre les territoires contre la paix, pourquoi aujourd'hui ils disent le contraire, ou disons, ils ont au minimum énormément nuancé leurs propos, tout simplement parce que tout le monde s'est rendu compte qu'on s'est fait complètement rouler, qu'on s'est fait complètement bluffer. Tout le monde s'est rendu compte, et heureusement le monde orthodoxe aussi, que ce n'est absolument pas vrai, que ce n'est pas du tout en rendant les territoires qu'on s'assurera forcément la paix, et même avec nos voisins palestiniens, et Dieu sait que tous les juifs qui tournent
malheureusement presque tous les jours en Israël aujourd'hui, sous les balles ou les couteaux palestiniens ont donné leur vie pour prouver malheureusement que ce processus de paix était un véritable scandale et une escroquerie, et que tout le monde s'est rendu compte que c'était uniquement, qu'il y avait ici un problème idéologique qui faisait que la gauche voulait cette paix. Et que malheureusement, une grande partie des généraux et des officiers qui avaient été interrogés faisaient partie de ce complot contre le peuple juif, ce complot idéologique, et qu'ils avaient monté de toutes pièces, disons, cette prétendue sécurité que l'on obtiendrait en échange des territoires, tout ça pour mieux dissimuler finalement ce problème idéologique qui est cette volonté finalement de se débarrasser, de couper l'herbe sous le pied de toute cette jeunesse israélienne, de toute cette population israélienne attachée à la Torah qui est en train de prendre, disons, de plus en plus de place dans notre société et qui risque, disons, quand je dis heureusement et malheureusement pour la gauche, qui risque de prendre le pouvoir dans les années à venir, et que la gauche disons, qu'a choisi le chemin du processus de paix, comme je t'expliquais, pour ruiner les espoirs de cette moitié, finalement, au moins la moitié de la population israélienne qui rêve de voir venir s'installer à la Knesset et au pouvoir en Israël des gens qui ne crachent plus sans arrêt sur la Torah et sur le peuple juif et sur la Géoula du Ham Israël. Donc, à partir du moment où les Gdolé Israël se sont rendus compte que, si l'on peut dire, on les avait trompés, à ce moment-là, ils ont changé de position. Et il n'y a absolument rien de mal à ça, en ce sens qu'on peut donner l'exemple que si un Dayan, un Rav, interroge un médecin pour savoir si le malade juif en question est à ce point malade qu'il faut transgresser le Shabbat pour lui, et si le médecin dit oui, alors le Rav doit être possède qu'il faut transgresser le Shabbat. Maintenant, si après le Rav apprend qu'en vérité ce malade juif avait donné 1000 francs au médecin pour que le médecin dise ça au Rav, alors évidemment ça fait tomber tout le psaque, ça fait tomber toute la décision à l'eau, et que effectivement le Shabbat a été transgressé pour rien, malheureusement par erreur. Mais alors, j'ai cru que dans le monde religieux, de toute façon, il y avait une autre marloquette. Parce qu'en vérité, là, on présente comme si, a priori, effectivement, on peut envisager de rendre la terre d'Israël. Mais je crois qu'il y a une autre voie qui dit qu'a priori, à partir du moment où la terre d'Israël, Hachem nous l'a rendue, elle est même pas, comment imaginer un seul instant qu'on puisse la rendre. Je fais allusion à cet exemple de la guerre. Alors, si par exemple, pour conquérir Israël ou pour la défendre, on est obligé de faire une guerre contre des ennemis, alors est-ce qu'on va trancher que non, on ne fait pas la guerre parce qu'il y a un risque de perte de vie humaine pour les soldats? C'est stupide. Là, tu fais allusion à un sujet très très complexe en soi, qui nécessiterait un ou plusieurs cours en soi pour répondre à cette question-là, et c'est clair que dans le cadre de ce que l'on dit aujourd'hui, c'est absolument impossible de répondre. Effectivement, il y a au sein même du monde religieux un conflit qui, lui, n'est pas forcément lié à cette union, disons, du monde religieux dans sa totalité contre la gauche aujourd'hui. Il reste malgré tout un conflit qui est, disons, à savoir sur la légitimité en soi, disons, de la présence des Juifs en Eretz Israël. Il est vrai qu'il y a encore une tendance relativement forte et puissante dans le monde religieux, et en particulier dans le monde orthodoxe, qui, disons, que ne considère pas comme sacro-saint, comme sacré et irréversible tout ce qui est fait aujourd'hui en Eretz Israël, et que à la rigueur, sur le plan strictement, disons, halachique, ce n'est pas parce que nous avons gagné une guerre et conquis des territoires que nous devons absolument les garder. C'est bien sûr une position que moi personnellement et des dizaines de milliers d'autres nous ne partageons pas, mais c'est un problème halachique. Il y a toujours eu des discussions, des marloquettes au sein du peuple juif, et toutes les positions sont respectables à partir du moment où ceux qui les prennent sont des gens honnêtes, ce qui est le cas dans cette marloquette-là. Il y a effectivement, encore une fois, des gens qui, à la rigueur, auraient tout à fait, disons, pouvaient tout à fait concevoir qu'on rende les territoires, même qu'ils ont été, disons, gagnés après des guerres, donc on pourrait dire même sur le plan halachique, ils appartiennent tout à fait légitimement à notre peuple, à plus forte raison qu'il s'agit de terres réellement israéliennes, de terres juives, pardon. Ce n'est pas forcément tout le monde qui pense comme ça. Et encore une fois, je ne peux pas traiter de ce problème-là maintenant, mais ces rabbinim pensent que si on avait effectivement eu la certitude
qu'en échange de ces territoires gagnés après des guerres, on obtiendrait une paix définitive et totale, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, plusieurs rabbinim pensent et auraient continué d'affirmer que ça vaut la peine de les rendre. Encore une fois, c'est une marloquette au sein même du monde de la Torah, pas tout le monde partage cet avis-là, et ça devrait faire le sujet d'un cours en soi. Mais notre problème ici est complètement différent. Nous nous sommes rendus compte, ou disons que la providence, HaKadosh Baruch Hu, qui finalement est celui qui décide, même au milieu des grands de la Torah, nous a permis de nous rendre compte que le problème n'était pas du tout celui-là. Le problème n'était pas celui-là et ne sera jamais celui-là. Tout simplement parce que nous sommes dans un processus de Géoula qui veut que de toute façon nous récupérions toute la terre d'Eretz Israël, et c'est certainement pas maintenant que nous sommes tellement proches de la vie du Mashiach qu'on va commencer à rendre Hebron et Shrem. Et à plus forte raison quand on l'a acquis après des guerres et que du sang juif a coulé pour récupérer ces endroits-là. Mais, je dis encore une fois, ce n'est pas du tout le problème aujourd'hui. Si le problème, il est que on a voulu faire croire à une grande partie de la société israélienne que si on rentre dans les territoires, on aurait la paix. En fonction de ça, certains grands d'Israël ont admis cette position-là, puisqu'elle était exprimée par des hommes, par des militaires eux-mêmes, et ont fait confiance à ces militaires-là, tel que la halakha le demande. Après que quantité de masques soit tombée et que finalement petit à petit la gauche n'a plus eu honte ou n'a plus eu peur, disons, d'affirmer sa véritable idéologie et de finalement de nous faire comprendre qu'elle nous avait roulé et qu'elle n'a jamais pensé un seul instant réellement, disons pas qu'elle n'a pas pensé, elle n'a aucune preuve, disons, réelle que le fait de créer un État palestinien à nos portes empêchera de futures guerres et empêchera des Juifs d'être assassinés par le terrorisme ou d'autres choses. À partir du moment où les Gdolé Israël se sont rendus compte qu'on nous avait menti, alors à ce moment-là, il n'y a plus aucune raison de soutenir le processus de paix, et il n'y a plus aucune raison de déraciner des Juifs qui, déjà, de toute façon, s'y trouvent déjà. Mieux vaut, comme on dit, chef et altassé, mieux vaut rester sans ne rien faire que finalement d'entreprendre des actions qui risquent de ne rien arranger du tout, et au contraire, qui risquent d'empirer les choses. Donc, en fonction de ça, je répète la situation actuelle, aujourd'hui, tout Israélien lucide sait qu'il n'y a plus aucune garantie réelle qu'après l'autonomie et après un État palestinien, et même après que Jérusalem-Est soit remis aux Arabes, comme c'est la volonté de la gauche et c'est déjà signé en secret, il n'y a plus aucune garantie, il n'y a pas de garantie, disons, qu'il y aura une paix réelle. Parce qu'on sait très bien que les Arabes, de toute façon, bluffent, que les Arabes veulent beaucoup plus, qu'ils veulent tout Israël, et que jamais les Syriens, les Irakiens ou les Iraniens, et même les Égyptiens se suffiront d'une Palestine qui se trouve, disons, confinée de l'autre côté de la ligne verte, et qui n'a que pour capitale que Jérusalem-Est. Il est évident qu'ils veulent tout Jérusalem. Donc, c'est cette vision, c'est cette découverte de la véritable réalité du problème israélo-palestinien qui a poussé, qui a rallié, disons, tout le monde religieux pratiquement il est vrai, avec de grandes nuances, mais qui l'a rallié dans une position qui était contre la gauche. Donc, je répète ce que je viens de dire, une partie du monde religieux était prêt à rendre les territoires tant que la gauche continuait, disons, d'argumenter en termes des territoires contre la paix. Argument qui a tenu pendant plusieurs années et qui a servi finalement de campagne politique et qui a amené la gauche au pouvoir. À partir du moment où tout le monde s'est rendu compte que de toute façon les Arabes étaient restés des Arabes et que l'OLP était resté l'OLP, que Arafat sera toujours Arafat et que la gauche savait depuis toujours que de toute façon, il n'y avait absolument aucune garantie quant à l'avenir du peuple juif sur sa terre, et que le shalom, finalement, ne serait qu'un mot sur le papier, et qu'une fois que les Arabes auraient obtenu ce qu'ils voudraient obtenir, on n'a aucune garantie que dans 2, 3 ou 4 ans, comme c'est d'ailleurs les mots même de Rav Shar, il disait, qui nous dit que dans 2, 3 ou 4 ans, il n'y aura pas une guerre avec nos voisins, à partir du moment où tout le monde s'est rendu compte que c'était un bluff, alors, bon, et que ce que la gauche voulait, c'était uniquement, disons, se permettre le luxe, au prix du sang juif, se permettre le luxe, disons, d'affirmer son idéologie occidentale, son idéologie, disons, qui est contre la Torah. À partir de ce moment-là, le monde religieux a cessé de continuer à dire et à écrire qu'il y avait un problème de pikuar nefesh et de sécurité, et tout le monde, plus ou moins, encore une fois avec de grandes nuances, mais tout le monde s'est plus ou moins relié,
dans le camp de ceux qui s'opposent au processus de paix. Donc on peut présenter les choses comme ça. La gauche, donc, elle veut que ses enfants prennent la relève. Pour que ses enfants prennent la relève, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Donc elle tente d'après ce que je dis, elle tente le shalom avec les Arabes en prenant des risques fous, en sachant que peut-être on peut y passer, mais elle préfère dire où on y passe, ou alors nos enfants prennent le pouvoir. C'est ce que des dizaines de milliers de juifs en Israël disent aujourd'hui. La gauche sait que de toute façon, elle est confrontée à trois possibilités. Soit laisser l'État, laisser la nation, laisser la société entre les mains de ces centaines de milliers, disons, de jeunes Israéliens qui ne partagent pas les opinions de la gauche et qui portent kippa et tzitzit et qui sont fidèles à la Torah. Ou bien prendre le risque de voir tout notre pays anéanti et les Juifs jetés à la mer. Ou bien, autre possibilité, créer, disons, un contexte, une situation suffisamment, disons, sécurisant, c'est suffisamment intéressant pour que la jeunesse laïque et de gauche ait envie de continuer à vivre dans ce pays et de prendre le pouvoir. Alors, effectivement, c'est ce que la gauche fait. Elle se dit, très bien, comme il est absolument hors de question pour elle de laisser le pays et de laisser tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui entre les mains, finalement, des datiim, des religieux, elle préfère prendre le risque de créer un semblant, disons, un semblant de paix disons, d'harmonie avec nos voisins arabes, dans le but de convaincre la jeunesse de continuer le travail qui est entrepris et de prendre le pouvoir, au grand risque de voir finalement tout notre pays ravagé par une guerre et par un génocide. Elle est prête à payer ce prix-là. Pourquoi ? Parce que de toute façon, je veux dire pour elle, il n'y a pas d'autre possibilité de concevoir le peuple juif en Eretz Israël. Ou elle réussit à mettre le pouvoir entre les mains de ses enfants, et pour ça il faut payer le prix d'un État palestinien, ou pour elle, à la rigueur, mieux vaut ne pas avoir d'État du tout, mais en aucun cas un État qui est dirigé par des gens qui se réclament de la Torah. Alors, j'ai souvent expliqué que la gauche avait utilisé finalement l'arme d'Essa, c'est-à-dire le mensonge, pour arriver au pouvoir et pour entamer son processus de paix. Et je veux simplement rappeler quelques faits, quelques exemples pour bien montrer que le mensonge a constamment été utilisé et que finalement on pourrait dire la naïveté ou la émouna du Ham Israël a été abusée. Donc ce mensonge qui est pratiquement quotidien aujourd'hui, il faudrait bien sûr des dizaines d'heures pour énumérer tous les cas pendant lesquels nous avons eu le sentiment d'être trahis. Rappelons les plus importants. L'histoire du Golan, par exemple. Combien de fois avant les élections, le Premier ministre a-t-il promis et juré que seul un fou et un insensé pourrait imaginer rendre le Golan ? Il s'est déplacé lui-même, il y a été, il a parlé devant les kibbutz, devant les moshavim, devant les yishuvim, et il a assuré à la population que le Golan serait la dernière chose au monde dans laquelle un ministre sensé penserait pouvoir rendre à un pays, surtout comme la Syrie. Et tout de suite après les élections, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu petit à petit le mensonge a commencé à faire surface. D'abord, le Premier ministre a commencé à dire que certaines parties du Golan, qui ne sont pas vraiment vitales pour notre sécurité, pourraient être négociées en échange de la paix. Et aujourd'hui, on sait très bien, ça date de quelques semaines, le Premier ministre a annoncé devant toute la société israélienne comme quoi il était prêt à rendre tout le Golan, pratiquement tout le Golan, si il y avait une paix possible avec les Syriens. Donc là encore, on voit comment les choses, en l'espace de 2 ans, d'abord, il jure pour pouvoir gagner les élections, comme quoi le Golan, pas question de le toucher. Après, il commence à éprouver la sensibilité, à éprouver, la capacité de révolte des Israéliens en lâchant des petits bribes. Bon, pas tout le Golan, seulement les villages qui sont habités par des Druzes, ceux qui sont vraiment, dans les 5 kilomètres à la frontière de la Syrie. Et aujourd'hui, on parle de démantèlement, de dizaines de yishuvim, de ravager des champs, ravager tout ce qui existe là-bas, et de déporter des milliers de juifs de leur terre pour faire plaisir aux Syriens. Exemple, premier mensonge. Deuxième mensonge, le fameux accord avec l'OLP. Rappelons-nous comment on en est arrivé à signer à cette poignée de main
entre notre chef d'État et un des plus grands assassins depuis la Shoah, un des plus grands assassins du peuple juif. Au moment même où Rabin lui-même, à la radio, à la télévision et dans les journaux, disait qu'il était interdit de négocier avec l'OLP. N'oublions pas que pendant 46 ans, il y avait une loi qui menaçait de jeter en prison tout celui qui sur le plan politique, disons, bien sûr, sur le plan personnel, chacun fait ce qu'il veut, mais sur le plan politique, osait parler avec l'OLP, osait, disons, faire une approche entre Israël et l'OLP. Et c'était donc encore une fois une avéra, un acte qui était réprimandé par la loi. Au moment même où Rabin, disons, commençait à réprimer des actions comme celle de Yossi Sarid ou d'autres qui, eux, ouvertement et au vu de tous, allaient à Tunis pour parler avec Arafat et que Rabin à ce moment-là disait que cette chose-là est absolument interdite et que ça va à l'encontre de l'esprit, de son propre esprit disons, du programme politique de la gauche, et ça va à l'encontre de la loi israélienne, et qu'il n'est absolument pas pour ces choses, pour ces pourparlers, disons, qui se font entre des hommes politiques et l'OLP. On a su par la suite que 6 mois avant que des gens comme Yossi Sarid ou d'autres aillent, entre parenthèses, contre l'avis du Premier ministre, aillent à Tunis pour parler avec l'OLP, 6 mois avant, des tractations secrètes, des pourparlers secrets avaient déjà commencé entre Yossi Sarid, entre Shimon Peres, entre le ministre de l'Extérieur, donc le ministre des Affaires étrangères, et l'OLP. Et on s'est rendu compte que tout le monde s'était fait absolument enrouler, que simplement que Yossi Sarid avait été, par son départ à Tunis, avait simplement été, on pourrait dire, tâter le pouls de la population israélienne pour voir comment les gens se révolteraient, est-ce qu'ils accepteraient, oui ou non. Et comme malheureusement, une fois de plus, les Israéliens se sont laissés endormir par toutes les promesses et tous les mensonges, on ne s'est pas suffisamment révolté à temps, et c'est ce qui a permis, par la suite, à ce que Rabin puisse serrer les mains donc du plus grand assassin du peuple juif de ces dernières décennies. Et tout ça avait déjà été préparé des mois et des mois au préalable. Et ça, tout le monde le sait. Et c'est passé. Comme le premier mensonge, celui du Golan. Un deuxième grand mensonge, c'est la fameuse histoire des policiers palestiniens. Bien sûr, s'il y a une autonomie, il faut des policiers. Mais tout le monde sait ce que c'est un policier. Un policier, c'est quelqu'un qui a un revolver, qui a un sifflet, qui a une matraque, qui a des menottes. C'est un policier dans tous les pays normaux du monde. Et on nous a parlé constamment de policiers. Jamais le mot soldat n'a été prononcé. Et il a fallu que l'autonomie commence à être mise en place et que les premiers policiers arrivent à Jéricho pour qu'on entende des juifs horrifiés dire à la télévision ou à la radio, mais ce n'est pas des policiers qui arrivent, ce sont de véritables militaires. C'est une armée qui a été mise en place. Une véritable armée. Des gens qui ne sont pas habillés comme des policiers, mais qui sont habillés comme des militaires, des gens qui possèdent des mitraillettes, des gens qui possèdent des grenades, des gens qui possèdent des véhicules, des véhicules avec des mitrailleuses, des gens qui possèdent des hélicoptères, et des gens qui posséderont encore tout ce que petit à petit, quand cette pilule-là aura été avalée, ce qu'on leur donnera. Je me rappelle, comme des dizaines de milliers d'Israéliens, on a entendu à la radio ce juif donc de la fameuse synagogue de Jéricho qui disait que c'était monstrueux, c'était un scandale de voir que finalement, encore une fois de plus, on s'était fait rouler et que la police palestinienne a l'allure de tout sauf d'une police, c'est-à-dire elle a l'allure d'une armée en bonne et due forme avec des officiels, avec des généraux, avec tout ce qu'un soldat a. Alors évidemment, ils n'ont pas autant de tanks et autant de canons et autant d'avions que nous, mais on peut faire confiance à la gauche pour savoir que ce n'est qu'un commencement, ils continueront le combat. Donc là encore, employer des mots qui sont faux pour faire allusion à des notions qui s'avèrent après être tout à fait différentes des mots qui étaient employés. Le dernier problème, malheureusement, c'est celui de Jérusalem. On prétend sans arrêt qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y aura pas d'accord sur Jérusalem. Alors que combien d'informations déjà filtrées qui ont déjà été écrites dans les plus grands journaux israéliens, comme quoi on a des preuves, bien sûr, pas suffisamment fortes, parce que sinon, je veux dire, ça ne serait plus secret, mais qu'on a des preuves comme quoi des accords ont déjà été passés entre les Palestiniens et Israël à propos de Jérusalem-Est, et que les Palestiniens ont déjà reçu des garanties certaines comme quoi, après les 3 ou 4 ou 5 ans passés d'autonomie ou plus, ils obtiendront Jérusalem comme capitale. De toute façon, le premier à l'avoir dit explicitement aux yeux du monde entier, c'est Arafat, qui a dit « J'ai entre les mains des papiers signés par Rabin comme quoi nous obtiendrons Jérusalem ». Il l'a dit il y a encore quelques jours.
Donc, alors évidemment, maintenant, la gauche continue à dire c'est pas vrai, il ment. Mais d'accord, la gauche a dit la même chose à propos du Golan, elle a dit la même chose à propos des policiers. Lorsque, on se rappelle tous les tracts qui circulent dans Jérusalem, où justement on voyait ce fameux policier arabe qui ressemblait à un militaire plutôt qu'un policier, et que le tract disait bien clairement que ne faites pas confiance à la gauche, ce n'est pas une police qui aura en Palestine, mais c'est une véritable armée. À ce moment-là, tous les ministres sont passés à la tribune pour dire Chas v'shalom, mais loin de nous, comment pouvez-vous imaginer qu'on a ce point stupide pour donner une armée à la Palestine? On leur donne des policiers comme chez nous, avec un sifflet, un revolver, un point, c'est tout. Et bon, et ça a duré que quelques mois pour qu'on se rende compte qu'une fois de plus, on s'est fait rouler. Et pareil pour Jérusalem, ne soyons pas dupes, il est absolument clair qu'à l'heure où on parle aujourd'hui, tout est déjà signé, tout est déjà réglé, tout est déjà acquiescé par l'Amérique, c'est plus qu'une question de temps, et malheureusement, si Hachem ne s'en mêle pas, un jour, nos deux États, l'Israélien et le Palestinien, auront la même capitale, Jérusalem. Donc, voilà donc quantité de mensonges et bien sûr on pourrait en dire combien d'autres, mais on est tellement habitué aujourd'hui malheureusement que je ne cite que les plus gros, que ceux qui sont les plus scandaleux, parce que les autres à côté évidemment sont comme la goutte d'un océan. Pour terminer, je dirais la chose suivante. Je pourrais dire que globalement, la gauche a l'intention d'imposer une nouvelle religion, une nouvelle Torah Kaviachol au Am Israël. Et cette Torah aussi a 10 commandements. Et ces 10 commandements sont en train comme un venin, sont en train de s'infiltrer dans la société israélienne et finalement ont la prétention de remplacer notre Torah, de remplacer notre véritable identité et amène notre société, chas v'shalom, au bord d'un précipice et au bord peut-être d'un drame inimaginable, à tel point que, comme malheureusement des dizaines de milliers de juifs le disent ici, à tel point que chas v'shalom, la Shoah sera peut-être oubliée en rapport de ce qui se passera si chas v'shalom les Arabes rentrent dans notre pays. Ces 10 commandements sont les suivants. Le premier, cette terre n'appartient pas à Dieu, et il nous est possible d'en disposer comme bon nous semble. Deuxième commandement. Les valeurs et les critères du monde occidental sont les seuls qui peuvent nous guider et faire de nous une nation aimée au milieu des autres nations. Troisième commandement. Il est anormal pour des juifs de s'installer dans des terres à forte population arabe, car ces terres sont leurs terres et nous sommes des voleurs. Quatrième commandement. Les Arabes sont eux aussi les enfants d'Abraham, et le caveau des patriarches, l'esplanade du temple, Shrem et tous les lieux saints de notre peuple, de notre Torah, sont à eux aussi, puisqu'ils étaient avant nous et ils forment encore aujourd'hui la majorité. Cinquième commandement. Tu ne respecteras pas tes pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ainsi que tes mères, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, puisqu'ils sont enterrés dans des terres arabes et que nous n'avons pas le droit de violer la souveraineté du peuple palestinien. Sixième commandement. Il est interdit pour un juif de se défendre et tuer un arabe même lorsque sa vie est en danger. Septième commandement. Il est souhaitable de se marier avec nos voisins arabes, puisque cela amènera obligatoirement la paix entre nos deux peuples. Huitième commandement. Il est permis de dénoncer et même mettre en prison tout juif qui lutte contre nos frères arabes. Neuvième commandement. Il est anormal de garder en prison des milliers d'Arabes qui ne nous ont fait aucun mal et désirent vivre en paix avec nous. Dixième commandement. L'armée d'Israël est une armée d'occupation et tout Arabe qui tue des Juifs utilise le droit le plus élémentaire, qui est celui de la résistance. Voilà en gros, et ce n'est pas une exagération, et nous sommes en vérité encore bien loin de la réalité, de cette dramatique réalité que nous vivons aujourd'hui en Israël. Voilà ce qu'est finalement l'idéologie de la gauche, voilà ce qu'est l'idéologie d'une partie non négligeable de la société israélienne. Et Be'ezrat Hashem, si Akadosh Baruch Hu ne nous sort pas de ce drame contre le Erev Rav, ce drame que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Dieu seul sait quel est le prix que nous devrons payer pour notre Géoula future.